espèces de pulsions. Nous avons déjà dit que si notre partition de l'être psychique en un ça, un moi et un surmoi représente un progrès dans notre connaissance, elle doit aussi se montrer capable d'aider à une compréhension plus profonde et une meilleure description des relations dynamiques dans la vie psychique. Nous avons aussi déjà clairement dégagé le fait que le moi se trouve sous l'influence particulière de la perception et que l'on peut dire en gros que les perceptions ont pour le moi la même signification que les pulsions pour le ça. Mais de plus, le moi est soumis également à l'action des pulsions, comme le ça dont il n'est d'ailleurs qu'une partie particulièrement modifiée. Concernant les pulsions, j'ai développé récemment, au-delà du principe du plaisir, une conception que je vais maintenir ici et mettre à la base des discussions qui suivent. Selon cette conception, il faut distinguer deux espèces de pulsions, dont l'une est les pulsions sexuelles ou éros est de loin la plus évidente et la plus accessible à la connaissance. Elle englobe non seulement la pulsion sexuelle proprement dite, non inhibée, et l'émotion pulsionnelle inhibée quant au but et sublimée qui en dérive, mais aussi la pulsion d'autoconservation que nous devons attribuer au moi, et que nous avions opposée pour de justes raisons au début du travail analytique aux pulsions d'objets sexuels. Pour mettre en évidence la deuxième espèce de pulsion, nous allions rencontrer des difficultés. Finalement, nous en arrivâmes à considérer le sadisme comme son représentant. Sur la base de réflexions théoriques appuyées par la biologie, nous supposâmes l'existence d'une pulsion de mort qui a pour tâche de ramener le vivant organique à l'état inanimé, tandis que l'éros poursuit le but de compliquer la vie en rassemblant de façon toujours plus extensive la substance vivante éclatée en particules, et naturellement en plus de la maintenir. Les deux pulsions se comportent là au sens le plus strict de façon conservatrice, puisqu'elles tendent à la restauration d'un état qui a été perturbé par l'apparition de la vie. L'apparition de la vie serait donc la cause de la continuation de la vie et en même temps aussi de la tendance à la mort, et la vie elle-même serait un combat et un compromis entre ces deux tendances. La question de l'origine de la vie resterait une question cosmologique qui, d'après le but et l'intention de la vie, recevrait une réponse dualiste. À chacune de ces deux espèces de pulsions serait ordonné un processus physiologique particulier, construction et décomposition. Dans chaque morceau de substance vivante, les deux sortes de pulsions seraient à l'œuvre, mais ceci dans une union aux proportions variables, de sorte qu'une substance pourrait se charger de représenter l'éros de façon éminente. De quelle façon des pulsions des deux espèces s'allient, se mélangent et se combinent? Il serait encore impossible de se le représenter, mais que cela se produise régulièrement et sur une grande échelle, c'est là une hypothèse qu'on ne saurait refuser dans le cadre de notre propos. La réunion des organismes élémentaires en êtres vivants pluricellulaires aurait permis de neutraliser la pulsion de mort de la cellule individuelle et de dériver sur le monde extérieur l'émotion destructrice par l'entremise d'un organe particulier. Cet organe serait la musculature et la pulsion de mort se manifesterait désormais, bien que ce ne soit vraisemblablement que d'une manière partielle, sous la forme de pulsions de destruction tournées contre le monde extérieur et d'autres êtres vivants. Une fois admise la représentation d'une union des deux espèces de pulsions, la possibilité d'une désunion plus ou moins complète s'impose à nous. La composante sadique de la pulsion sexuelle nous fournira un exemple classique d'une union pulsionnelle au service d'une fin. Le sadisme, devenu indépendant sous forme de perversion, offrirait le modèle d'une désunion, sans qu'elle soit, à vrai dire, poussée à l'extrême. Ceci nous procure une ouverture sur un large domaine de faits qui n'avait pas encore été envisagé sous ce jour. Nous reconnaissons que la pulsion de destruction est régulièrement mise au service de l'éros à des fins de décharge. Nous supposons que l'attaque épileptique est le produit et le signe d'une désunion pulsionnelle, et nous nous faisons à l'idée que parmi les conséquences de bien des névroses graves, il faut particulièrement souligner la désunion pulsionnelle et la place prépondérante prise par la pulsion de mort. Pour généraliser rapidement, nous pourrions supposer que l'essence d'une régression de la libido, par exemple de la phase génitale à la phase sadique anale, repose sur une désunion pulsionnelle, et qu'inversement, le progrès de la première phase génitale à la phase génitale définitive a pour condition un apport de composantes érotiques. On peut aussi se demander si l'ambivalence commune, qui se trouve si souvent renforcée dans la prédisposition constitutionnelle à la névrose, ne peut pas être conçue comme le résultat d'une désunion. Toutefois, celle-ci est si originaire que l'on doit plutôt la considérer comme une union pulsionnelle qui ne s'est pas accomplie. Notre
d'intérêt va naturellement se tourner vers ces deux questions. Ne peut-on découvrir des relations fécondes entre, d'une part, les formations dont nous avons admis l'existence, le moi, le surmoi et le ça, et d'autre part, les deux espèces de pulsions? En outre, pouvons-nous assigner au principe de plaisir qui domine les processus psychiques une position définie par rapport aux deux espèces de pulsions et aux différenciations psychiques? Mais avant d'entamer cette discussion, nous devons dissiper un doute concernant la position même du problème. Il n'y a assurément aucun doute en ce qui concerne le principe de plaisir. La participation du moi se justifie par la clinique, mais la distinction des deux espèces de pulsions paraît insuffisamment assurée, et il se pourrait que des faits provenant de l'analyse clinique viennent en révoquer la prétention. Il semble qu'il y a un fait de ce genre. À la place de l'opposition des deux espèces de pulsions, nous pouvons mettre la polarité de l'amour et de la haine. Pour trouver une représentance d'éros, nous ne sommes certes pas dans l'embarras. En revanche, nous sommes très contents de pouvoir montrer, dans la pulsion de destruction à laquelle la haine indique la voie, un représentant de cette pulsion de mort difficile à saisir. Or, l'observation clinique nous apprend que la haine n'est pas seulement, avec une régularité inattendue, le compagnon de l'amour, ambivalence, qu'elle n'est pas seulement son précurseur fréquent dans les relations humaines, mais aussi que dans toutes sortes de conditions, la haine se transforme en amour et l'amour en haine. Mais si cette transformation est plus qu'une simple succession temporelle, si c'est une relève, alors manifestement le sol se dérobe pour une distinction aussi fondamentale que celle des pulsions érotiques et des pulsions de mort qui présupposent l'existence de processus physiologiques aux directions opposées. Le cas où l'on aime d'abord et où l'on est ensuite la même personne, ou inversement, si elle nous en a donné des raisons, n'appartient manifestement pas à notre problème. N'en relève pas non plus le cas où un état amoureux qui n'est pas encore manifeste se traduit tout d'abord par de l'hostilité et une tendance agressive, car là, il se pourrait que la composante destructive ait pris les devants dans l'investissement de l'objet, jusqu'à ce que la composante érotique se soit associée à elle. Mais nous connaissons plusieurs cas dans la psychologie des névroses où l'hypothèse d'une transformation est plus tentante. Dans la paranoïa persecutoria, le malade se défend sur un mode particulier d'un lien homosexuel trop fort avec une certaine personne, et le résultat en est que cette personne la plus aimée devient le persécuteur, contre lequel se dirige l'agressivité souvent dangereuse du malade. Nous avons le droit d'interpoler en disant qu'à la phase précédente, l'amour s'est converti en haine. Dans la genèse de l'homosexualité, mais aussi dans celle des sentiments sociaux désexualisés, la recherche psychanalytique vient seulement de nous apprendre l'existence de sentiments de rivalité violents et induisant une tendance agressive. C'est seulement une fois qu'ils ont été surmontés que l'objet précédemment haï devient l'objet aimé. Où la matière d'une identification, la question est de savoir si, dans ces cas, il faut admettre une transposition directe de la haine en amour. Ici, en effet, il s'agit de changements purement internes, indépendants de tout changement dans le comportement de l'objet. Mais l'investigation analytique du processus, à l'œuvre dans la transformation paranoïaque, nous rend familière la possibilité d'un autre mécanisme. Il existe dès le début une attitude ambivalente et la transformation s'opère par un déplacement réactionnel de l'investissement, de l'énergie, étant retiré à la motion érotique et apporté à la motion hostile. Quelque chose d'analogue, sinon identique, survient dans le cas où surmonter la rivalité hostile conduit à l'homosexualité. L'attitude hostile n'a aucune perspective de satisfaction et de ce fait donc pour des motifs économiques. Elle est reliée par l'attitude aimante qui offre plus de perspectives de satisfaction, c'est-à-dire de possibilités de décharge. Ainsi, pour aucun de ces cas, nous avons besoin d'admettre une transformation directe de la haine en amour, qui serait inconciliable avec le caractère qualitativement différent de deux espèces de pulsions. Mais nous remarquons qu'en recourant à cet autre mécanisme pour la transformation de l'amour en haine, nous avons fait tacitement une autre hypothèse qui mérite d'être énoncée. Nous avons fait comme s'il existait dans la vie psychique, dans le moi ou dans le ça, cela reste indéterminé, une énergie déplaçable qui, en soi indifférente, peut venir s'ajouter à une motion qualitativement différenciée, érotique ou destructive, et augmenter son investissement total. Nous ne pouvons absolument pas nous passer de l'hypothèse d'une telle énergie déplaçable. La seule question est de savoir d'où elle provient, à quoi elle ressortit et ce qu'elle signifie.
Le problème de la qualité des motions pulsionnelles et de leur conservation à travers les différents destins pulsionnels est encore très obscur et actuellement à peine abordé. Sur les pulsions sexuelles partielles, qui sont particulièrement bien accessibles à l'observation, on peut constater l'existence d'un certain nombre de processus qui rentrent dans le même cadre. Par exemple, les pulsions partielles communiquent dans une certaine mesure les unes avec les autres. Une pulsion provenant d'une certaine source érogène peut abandonner son intensité pour renforcer une pulsion partielle d'une autre source. La satisfaction d'une pulsion peut se substituer à la satisfaction d'une autre, ce qui doit nous encourager à avancer des hypothèses d'une certaine sorte. D'ailleurs, dans la présente discussion, je n'ai à proposer qu'une hypothèse et non pas une preuve. Il semble plausible que cette énergie déplaçable, indifférente, probablement en activité dans le moi et dans le ça, provient de la réserve de libido narcissique et donc de l'éros désexualisé. Les pulsions érotiques, en effet, se montrent d'une façon générale plus plastiques, plus susceptibles de dérivation et de déplacement que les pulsions de destruction. On peut alors poursuivre sans forcer les choses en disant que cette libido déplaçable travaille au service du plaisir pour éviter les stases et faciliter des décharges. Ici, il faut bien dire que la voie empruntée par la décharge, si toutefois décharge il y a, est en quelque sorte indifférente. Ce trait, nous le savons, est caractéristique des processus d'investissement dans le ça. On le rencontre dans les investissements érotiques, où l'on constate une indifférence particulière en ce qui concerne l'objet, tout particulièrement dans les transferts au cours de l'analyse, qui doivent nécessairement s'accomplir indifféremment sur une personne ou une autre. Récemment, Rank a apporté de beaux exemples d'actions de vengeance névrotique dirigées contre des personnes qui n'étaient pas les bonnes. Cette façon de procéder de l'inconscient nous fait penser à l'anecdote comique où il faut bien pendre un des 3 tailleurs du village parce que l'unique forgeron a commis un crime passible de mort. Il faut un châtiment, même s'il n'atteint pas le coupable. Cette laxité, nous l'avons observée en premier dans les déplacements du processus primaire au cours du travail du rêve. Dans celui-ci, les objets n'entraient que secondairement en ligne de compte. Il en serait de même dans le cas qui nous occupe pour les voies de l'action de décharge. Cela ressemblerait bien au moi que d'exiger une plus grande exactitude dans le choix de l'objet aussi bien que de la voie de décharge. Si cette énergie de déplacement et de la libido désexualisée, il est permis aussi de l'appeler sublimée, car elle s'en tiendra encore et toujours à l'intention principale de l'éros, unir et lier en servant à instaurer cet ensemble unitaire, ou cette aspiration unitaire qui caractérise le moi. Si nous incluons dans ces déplacements les processus de pensée au sens large, alors le travail de pensée lui aussi est alimenté par sublimation de force de pulsion érotique. Nous retrouvons ici la possibilité évoquée plus haut, que la sublimation se produise régulièrement par la médiation du moi. Nous nous souvenons de l'autre cas, celui où ce même moi liquide les premiers investissements d'objets du ça, et certainement aussi des investissements ultérieurs en réveillant leur libido dans le moi et en la liant à la modification du moi produite par identification. À cette transposition en libido du moi est naturellement lié un abandon des buts sexuels, une désexualisation. En tout cas, ceci nous permet de saisir une importante réalisation du moi dans sa relation à l'éros. En s'emparant ainsi de la libido des investissements d'objets, en s'imposant comme seul et unique objet d'amour, en désexualisant ou en sublimant la libido du ça, le moi travaille à l'encontre des desseins de l'éros et se met au service d'émotions pulsionnelles adverses. Il doit acquiescer à une autre partie des investissements d'objets du ça, pour ainsi dire y prêter la main. Nous aurons à parler plus tard d'une autre conséquence possible de cette activité du moi. Il conviendrait d'apporter maintenant à la théorie du narcissisme un développement important. À l'origine, toute la libido est accumulée dans le ça, alors que le moi est encore en cours de formation ou débile. Le ça envoie une partie de cette libido sur des investissements d'objets érotiques, et ensuite le moi qui a pris de la force cherche à s'emparer de cette libido d'objets et à s'imposer au ça comme objet d'amour. Le narcissisme du moi est donc un narcissisme secondaire retiré aux objets. Encore et toujours, nous nous apercevons que les motions pulsionnelles dont nous pouvons suivre la trace se révèlent être des rejetons de l'éros. N'étaient les considérations formulées pas au-delà du plaisir, et en fin de compte, la contribution d'éléments sadiques à l'éros. Il nous serait difficile de maintenir notre dualisme fondamental.
Mais puisque nous sommes forcés de maintenir cette conception, l'impression s'impose à nous que les pulsions de mort sont pour l'essentiel muettes et que tout le bruit de la vie provient surtout de l'éros. Il faut dire, selon notre conception, que les pulsions de destruction dirigées vers l'extérieur ont été détournées du soi par l'intermédiaire de l'éros. De l'éros et du combat contre l'éros. On ne peut écarter la conception qui veut que le principe de plaisir serve au ça de boussole dans le combat contre la libido qui introduit des perturbations dans l'écoulement de la vie. Si le principe de constance au sens de Fechner règne sur la vie, qui serait donc alors un glissement vers la mort, ce sont les revendications de l'éros des pulsions sexuelles qui, sous forme de besoins pulsionnels, arrêtent la baisse du niveau en introduisant de nouveaux tensions. Le ça s'en défend, guidé par le principe de plaisir, autrement dit la perception du déplaisir, de différentes manières. D'abord, en se hâtant de céder aux exigences de la libido non désexualisée, donc en luttant pour la satisfaction des tendances directement sexuelles. Dans une beaucoup plus ample mesure, le ça y parvient au cours d'une de ces satisfactions, celle où concourent toutes les revendications partielles et où il se débarrasse des substances sexuelles qui sont, pour ainsi dire, les porteurs des tensions érotiques à l'état de saturation. Le rejet des substances sexuelles au cours de l'acte sexuel correspond dans une certaine mesure à la séparation du soma et du plasma germinal, d'où la similitude entre l'état qui suit la satisfaction sexuelle complète et le moment de la mort, et chez les animaux inférieurs la coïncidence de la mort avec l'acte de la procréation. Ces êtres vivants meurent de la reproduction dans la mesure où Eros, étant mis hors de jeu par la satisfaction, la pulsion de mort a les mains libres pour exécuter ses desseins. Enfin, comme nous l'avons vu, le moi facilite au ça son travail de maîtrise en sublimant des parties de la libido pour lui-même et pour ses fins.